La chaîne de montagnes de Guadarrama, à cheval entre les provinces de Madrid et Ségovie, déploie sa longue succession de sommets en direction des monts Carpetanos et des cols de Somosierra. À l'extrême sud-ouest et formant partie du nouveau parc national de la Sierra de Guadarrama, la chaîne de montagnes atteint ses sommets les plus hauts, parmi lesquels se détache avec force la puissante muraille de Peñalara. Au début du printemps, il reste encore de la neige sur les cimes les plus élevées. Sur les versants exposés au nord, l'eau du dégel forme de petites lagunes et s'infiltre entre les fissures de la roche, formant ainsi des sources d'eau glacée. Au fil de la saison, les névés se retirent, laissant apparaître entre les endroits rocailleux l'herbe des pâturages et les buissons, parfois en fleurs, de cytises et de genêts. Sur le flanc ségovien de la montagne, des rigoles et des sources traversent les vertes prairies et serpentent avec tumulte pour aller se cacher dans le sol accidenté de l'épaisse forêt. Dans le fond de la vallée, la rivière Balsaïne, parmi des houx, des aunes, des érables et des noisetiers, ainsi que des chênes, des genévriers, des sabines et des ifs, prend au passage toutes les eaux qui descendent dans la vallée et les déverse dans le lac de retenue de El Pontón. De là, appelée désormais Eresma, la rivière s'achemine vers Ségovie et le vaste plateau de la Castille. Le lac de barrage, les chaînes de montagnes alentour et les solides contreforts du Peñalara forment l'enceinte du site de la Ranja. La Ranja est réfugiée dans le sein de la montagne, et au pied de cet humide et abrupt versant, des sapins, des pins et des séquoias mêlent leurs cimes aux aiguilles des tours et aux cheminées élancées de la manufacture de verre. Depuis toujours, la vallée a eu la réputation d'être très giboyeuse, et c'est pour cette raison que les rois de la dynastie castillane de Trastamara la choisirent pour la chasse, occupant pour se loger un refuge de rabatteurs connu sous le nom de la Casa del Bosque. C'est au milieu du XVIe siècle que Philippe II construisit, sur l'édifice d'origine, un palais dont on peut encore aujourd'hui voir les restes. Le village qui les accueille, Balsaïne, avec sa vue incomparable sur le Peñalara et les vastes pinettes qui s'étendent à ses pieds, est toujours un centre de l'industrie du bois très actif. Philippe V, premier monarque de la dynastie des Bourbons en Espagne, se rendait fréquemment sur ces lieux et devint très vite amoureux de la beauté de la vallée et de sa richesse cynégétique. Vers 1718, il décida de construire sa propre résidence et pour cela acheta à la communauté des moines de El Parral à Ségovie la ferme ermitage de San Ildefonso et les terrains adjacents. C'est l'architecte madrilène Teodoro Ardemans qui réalisa le projet du palais.
Mais ce ne fut pas l'austérité castillane qui a inspiré les plans du nouveau bâtiment et des splendides jardins qui allaient l'encadrer. Le roi, petit-fils de Louis XIV, s'inspira de Versailles et plus particulièrement de Marly, où il passa une grande partie de sa jeunesse. La collégiale de la Très Sainte Trinité, œuvre également de Hardemans, ferme la façade de l'arrière du palais. Dans la chapelle des reliques reposent les corps du roi et de sa deuxième épouse Isabelle Farnèse. Pendant les 20 ans que dura la construction du palais et de ses jardins, une armée de jardiniers, de maîtres d'œuvre et de toutes sortes d'artistes travaillèrent d'arrache-pied à leur exécution complète. Sous la direction de René Carlier, les sculpteurs René Frémin et Jean Thierry, à qui se joignaient par la suite d'autres sculpteurs de renom, réalisèrent l'impressionnante œuvre ornementale des jardins, reflétée dans les 21 fontaines, dotées chacune d'un groupe sculptural fondu en plomb et dans près de 80 sculptures et vases d'ornement en marbre. La Ranja devint résidence de la cour, ce qui nécessita la construction de nouveaux bâtiments, comme la Casa de Canónigos, destinée initialement à la résidence de l'abbé et au reste des ecclésiastiques de la cour, et la massive Casa de Oficios, où vivaient les courtisans et tout le personnel affecté au service de la table. De chaque côté de l'axe de l'entrée principale se situaient las Reales Caballerizas et el Cuartel de Guardias de Corps, siège actuel du Palais des Congrès de San Ildefonso. Tout près de là se trouve la Casa de Infantes, convertie aujourd'hui en parador national. Les constructions massives avec leurs ternes vestiges d'anciens trompe-l'œil, avec les encadrements de granit et les fenêtres fermées par de lourdes grilles, mettent en valeur les jadis modestes maisons du village. Leurs toits en tuiles arabes à la manière castillane contrastent avec les toits d'ardoise des édifices de la cour, au-dessus desquels s'élèvent des tours aux gargouilles de zinc terminées par des flèches et des lances coiffées de leurs girouettes aériennes. Et déjà extramuros, la splendide Real Fábrica de Cristales, siège de la Fondation Centro Nacional del Vidrio, qui est un des meilleurs exemples de l'architecture industrielle du XVIIIe siècle, et contribua à la renommée de la Ranja dans le monde entier pour ses miroirs, ses lampes et sa verrerie. Mais ce fut encore dans les vastes jardins, qui depuis le palais remontent en douceur les flancs de la montagne, que la volonté du roi s'appliqua avec le plus d'emphase à reproduire les souvenirs de sa jeunesse. Inspirés par les conceptions que le nôtre développa à Versailles et à Marly, les architectes Carlier et son successeur Bouteloup conçurent le parc du palais comme un espace clos, ordonné en rues ou allées, délimité par des bosquets rappelant les forêts de chasse françaises. Au croisement de ces alignements, il y avait des ensembles ornementaux,
formés par des sculptures, des étangs et des fontaines. Un exemple de cet agencement est la zone connue sous le nom de Ocho Calles. À l'intersection de ces 8 rues, le piédestal sur lequel se dressent Mercure et Psyché est le point de départ d'axes qui mènent à des emplacements du site bien concrets. Les parterres constituent quant à eux un jardin bien différent, des perspectives ouvertes, flanquées de sculptures et de vases d'ornements qui renferment des massifs de buis au tracé exact et géométrique. Depuis la façade sud-est du palais s'étend le très célèbre et non moins photographié parterre de la Fama. En son centre, Apollon, blessé par la flèche dorée, poursuit Daphné, l'arrogante nymphe des bois. Au fond, érigée à la gloire du roi, la Fama montée sur le cheval Pégase domine la fontaine à laquelle elle donne son nom. Quand les fontaines sont activées, son jet d'eau fuse à plus de 40 mètres de hauteur. Jouxtant le parterre de la Fama, El Mayo est l'unique parcours du jeu du même nom conservé en Europe. Le parterre de la Fachada s'ouvre depuis les appartements royaux en encadrant la Cascada Nueva. La fontaine d'Amphitrite est au pied des grandes marches de marbre par lesquelles l'eau descend en cascade. Dans le haut, la fontaine de las Tres Gracias, précédant El Templete del Senador, se profile contre les bois attenants dans l'épaisseur desquels se cachaient les animaux sauvages. La fontaine de la Selva descend de l'aile nord-est du palais vers le pont de la Ría y las Partidas Reservadas. Mais c'est sans aucun doute la longue succession de fontaines et d'étangs, depuis les zéphyrs et l'éventail jusqu'à la fontaine appelée Carrera de Caballos, qui offre la plus belle perspective des jardins. Dans le grand étang rectangulaire long de plus de 70 mètres se trouve la fontaine de Neptune. En son centre, le dieu monté sur son carrosse, tiré par des hippocampes, symbolise l'universalité du roi et indique de sa main gauche les eaux de l'océan. Du haut de son rocher sur la terrasse supérieure, Apollon, tout en écrasant de son pied le serpent Python, reçoit de Minerve une branche d'olivier. Le bouclier sur lequel s'appuie la déesse affiche fièrement la devise « Ni par hasard, ni par fatalité ». Et, dominant la vaste perspective, s'élève la grande fontaine d'Andromède, où Persée, dans un combat colossal, essaie de libérer sa bien-aimée des griffes du dragon. De cette fontaine, l'eau descend en cascade jusqu'à l'étang de la Media Luna. Comme s'il s'agissait du fond des abîmes, des profondeurs de l'étang émerge un couple de dragons qui, la gueule ouverte et les ailes déployées, semblent sur le point de prendre un envol des plus inquiétants.
Les eaux des fontaines proviennent du grand réservoir appelé la mer. Alimentés par les ruisseaux Carneros et Morete et par les eaux du torrent Peñalara, l'étang profite de l'altitude pour fournir la pression nécessaire au fonctionnement des fontaines. Un réseau complexe, formé de petites écluses, de canaux, d'étangs intermédiaires et de plus de 13 km de tuyaux de fer, dont certains de 50 cm de diamètre, distribue l'eau dans l'enceinte en une prodigieuse machinerie hydraulique d'une étonnante complexité. Dès que l'eau arrive au réservoir des fontaines, les ouvriers, en véritables virtuoses de l'eau, manient les robinets d'arrêt, faisant surgir par des centaines de jets les différents jeux et combinaisons d'eau en un spectacle lumineux et rafraîchissant, au milieu des cris d'admiration des visiteurs et de la lumière tremblante qui filtre au travers du feuillage des grands arbres. Mira, ya va, ya va. Ya, mira. Ya. Ay, yo me estoy. Oye. Ya está saliendo, ya está. Mira, ya está. Toutes les époques de l'année ont leur lumière et leur saveur spécifiques, mais c'est sans aucun doute en automne que les jardins se révèlent dans leur version la plus évocatrice. En octobre, quand les rivières ne se sont pas encore remises des rigueurs de l'étiage, une brise fraîche annonce l'arrivée de l'automne. Les premières pluies, avec la rosée de la nuit, ont ouvert la terre, faisant apparaître les premiers champignons. En ces jours de paix, les grandes avenues des jardins sont désertes. Au gré de la marche, on entend les pas arracher un léger bruissement aux feuilles mortes. Et puis on voit comment les fontaines cherchent en vain leur reflet dans la nappe végétale qui cache l'eau. Par les blessures déjà perceptibles de l'enveloppe boisée, la lumière semble se détacher en morceaux, pièces d'or sur la terre humide. Le temps semble s'arrêter dans la lumière uniforme, mais les jours sont de plus en plus courts
et les ombres plus longues. Cependant l'air prend de la voix en se faisant vent et commence à souffler depuis son lointain point vernal. Le ciel s'assombrit et la pluie s'abat sur la forêt enflammée. De grosses et froides gouttes d'eau frappent le dos du passant, et au-dessus de sa tête, au-dessus des branches que presque nues les arbres lancent vers le ciel, d'énormes nuages naviguent, poussés par la force du vent de l'équinoxe. Pendant des jours, le vent souffle avec force et menace de mettre à terre les grands arbres, dont les branches se mêlent et s'entremêlent, comme les bras qu'on lève pour se protéger le visage de la tempête. En ces nuits déjà longues, la montagne résonne de l'écho de l'orage et les jardins sursautent subitement à chaque scintillement. Dans le fracas de la lutte, les cerfs de plomb brament affolés, les lions aux griffes plantées dans le marbre rugissent, les sangliers montrent leur féroce défense, les dragons crachent leur haleine fétide et les chiens effrayés aboient. Les dianes, les nymphes et les faunes du parc se regardent avec leurs yeux de pierre, se cherchant les uns les autres pour se protéger de la tempête. Quand enfin l'eau fait trêve, les vents tournent au nord et de là ont apporté un air glacial qui reste agrippé à la montagne et laisse la population de la vallée transie de froid. On est déjà en décembre. Dans l'épais brouillard qui détrempe le sol, le jardin perd ses contours et les parterres voient leurs perspectives raccourcies. Tous les personnages des jardins s'estompent et s'évanouissent. Mais déjà il neige. Il neige sur le Mediopunto. Il neige sur les chapiteaux de la collégiale et les toits d'ardoise du palais. Il neige sur les séquoias, sur les grands cèdres, les hêtres et les bouleaux. Et voici les arbres convertis en forteresses diffuses qui cachent à leurs pieds de mystérieuses enceintes. Des silhouettes solitaires surgissent et rapidement s'évanouissent dans la bourrasque. Il n'y a plus de couleurs. Le parterre de la Fama est une suite de figures géométriques, monotones, parsemées de blancs monticules, où, à travers elles et malgré le froid, Apollon continue de poursuivre Daphné, comme s'ils étaient en plein été. Il neige sur les rochers du Cerro del Puerco. Il neige sur la gorge de la Chorranca, sur les pinèdes et sur les cols. Il neige beaucoup sur la montagne, et de cet enlacement de l'eau avec la terre froide surgira à nouveau le ruisseau, au printemps déjà tant désiré.